Voilà. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Jean-Marc, Lady Leblanc. Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation de venir parler dans ce séminaire qui en parallèle de la revue Al-Mukhatabet, qui est une revue que nous publions, ça fait une douzaine d'années maintenant. Euh, j'ai pas vraiment besoin de présenter Jean-Marc, quelqu'un qui est très connu dans le monde francophone notamment, et en France et en Europe. Je pense qu'il est physicien de formation, mais qu'il est philosophe de passion. Donc, c'est un peu la philosophie, le philosophe des sciences. Philosophe, c'est peut-être un trop grand mot pour moi. Épistémologue me suffirait. Étymologue. D'accord. Donc, vous êtes surtout physicien, vous connaissez très bien la physique notamment quantique, et vous avez vraiment des capacités je dis pas à vulgariser, mais à simplifier un peu certaines choses qui sont trop compliquées dans ce domaine-là. Donc, je vais vous donner la parole pendant 60 minutes. Ensuite, on aura bien sûr le plaisir, l'occasion de discuter avec vous sur quelques points qui relèvent de votre conférence ou d'autres aspects qui touchent aux sciences de façon générale. Alors, le titre de votre conférence ce soir est La science est-elle universelle? Et voilà, je vous remercie. Et je remercie tout le monde qui est avec nous ce soir. Merci beaucoup pour votre invitation. Je suis un peu embarrassé parce que je ne me vois pas sur l'écran. Je ne sais pas Ah, où je suis, mais c'est pas grave si vous voyez, ça suffira comme ça. Oui, la science est-elle universelle? C'est une question que j'ai fini par me poser après avoir longtemps pensé que la réponse positive allait de soi. Je voudrais montrer qu'il n'en est pas ainsi et plaider pour ce que j'appellerais volontiers une diversité sans pour autant qu'elle devienne une relativité. Alors je commencerai par une citation de Ernest Renan dans son livre qui s'appelle L'avenir de la science, qui date de 1848, où Ernest Renan écrit: La science étant un des éléments vrais de l'humanité, elle est indépendante de toute forme sociale et éternelle comme la nature humaine. Déjà, on pourrait se demander si l'éternité de la nature humaine est quelque chose de vraiment convaincant, mais en tout cas, cette indépendance de toute forme sociale qu'avance Renan me semble problématique. Car si le scientisme du 19e siècle a beaucoup cédé de terrain en ce début du 20e, il s'en faut que toutes les idées reçues de l'époque aient disparu. Et l'universalité de la science reste aujourd'hui une conviction largement partagée. En un monde où les systèmes sociaux, les valeurs spirituelles, les formes esthétiques connaissent d'incessants bouleversements, il serait rassurant que la science au moins offre un point fixe auquel se référer. La science au moins, dis-je, mais sans doute la science au plus, car si Renan écrit la considérer comme un des éléments vrais de l'humanité, tout son livre laisse à penser qu'il s'agit d'une clause de style et que la science est pour lui le seul élément vrai et universel. Et de fait, un siècle après Renan, le physicien Frédéric Joliot-Curie pouvait écrire en toute bonne conscience progressiste, je cite: La pure connaissance scientifique doit apporter la paix dans nos âmes en chassant les superstitions, les terreurs invisibles et aussi en nous donnant une conscience plus claire de notre situation dans l'univers. Et c'est peut-être l'un de ses plus hauts titres. Elle est l'élément fondamental et peut-être le seul élément d'unité de pensée entre les hommes dispersés sur le globe. Fin de la citation de Jules Curie, dont il faut remarquer qu'elle a été écrite quelques semaines après le bombardement de Hiroshima par les États-Unis, ce qui laisse à penser. De fait, il est difficile de disputer que tous les autres éléments de la culture, formes d'organisation politique, structure de parenté, mythes fondateurs,
Us et coutumes, religion et spiritualité, arts et lettres appartiennent à des cultures au sens ethnologique du terme. Mais la science n'offre-t-elle pas des connaissances objectives, vérifiables, reproductibles? Le vrai ne peut-il raisonnablement prétendre à une universalité que le beau et le bon se verraient non moins raisonnablement refusés ou à tout le moins discutés? Le théorème de Pythagore, le principe d'Archimède, les lois de Kepler, la théorie d'Einstein, s'ils sont vrais ici et maintenant, comme là-bas et hier, ne le sont-ils pas par essence partout et toujours? Un premier doute pourtant devrait nous saisir, à la pensée que ces exemples, si probants puissent-ils paraître, appartiennent tous à une tradition somme toute assez provinciale, celle de l'Europe occidentale et de la culture gréco-judéo-chrétienne, comme en témoignent les noms que je viens de citer. On serait bien en peine de citer à l'appui de l'assertion d'universalité une panoplie d'exemples elles-mêmes universels qui convoqueraient des savoirs communément partagés et référés à des origines tibétaines, maoris ou aztèques. Avant que de développer une analyse critique de la notion d'universalité de la science, je voudrais préciser avec force qu'il ne s'agit en rien ici pour moi de conforter une vision platement relativiste de la connaissance dont on fait trop souvent grief à qui refuse la conception positiviste banale assignant à la connaissance scientifique un inéluctable progrès cumulatif. Non, tous les savoirs ne se valent pas et s'il s'agit de construire un avion, une centrale nucléaire ou un émetteur de télévision, la dynamique des fluides, la théorie du noyau, l'électromagnétisme de la physique moderne ne sauraient être remplacés par la physique aristotélicienne ou même archimédienne, sans parler des conceptions de la nature et de la matière de telle ou telle civilisation non européenne. Mais enfin, on voit bien que l'affirmation incontestable de la validité des savoirs fournis par les sciences contemporaines ne saurait être séparée du questionnement sur leur pertinence, qui, elle, est nécessairement contextuelle. Au niveau fondamental, la thèse de l'universalité de la science ne peut être soutenue sans se référer à son unicité et à son unité, non moins problématique. Depuis le XIXe siècle, qui tenait sans aucun doute la science occidentale pour la seule existante, unicité qui la destinait tout naturellement à l'universalité, les historiens des sciences ont montré l'importance et la richesse d'autres traditions scientifiques indiennes, chinoises, arabo-islamiques. Mais cette reconnaissance est souvent perçue comme celle de sources, qui auraient finalement convergé pour alimenter le grand fleuve unique de la science, sources dont on concédera qu'elles ont été trop longtemps négligées, mais pour mieux en sous-estimer finalement l'historicité spécifique. À titre d'exemple, il vaut la peine de revenir sur une magnifique exposition, L'âge d'or des sciences arabes, montrée en 2005 à l'Institut du monde arabe. Le journal Le Monde la présentait en parlant de, citation, cette très belle exposition sur l'apport des sciences arabes à l'Europe. Fin de la citation. Comme si leur finalité historique avait été d'annoncer et de préparer la venue de nos sciences. Bien d'autres commentaires sur cette exposition ont perpétué cette vision rétroactive, réductrice et finalement paternaliste d'une contribution au patrimoine scientifique commun. Mais si la science arabe s'est développée pendant 6 siècles, excusez du peu, son apport à l'Europe a dû attendre que cette dernière soit suffisamment civilisée, soit en gros à partir du XIIe siècle. Ces avancées ne peuvent aucunement être comprises dans la seule perspective que celle que l'Europe leur empruntera, pas toutes d'ailleurs,
au détriment de leur dynamique et de leur intérêt propre. Oserait-on présenter une exposition d'art africain en la réduisant à son apport au cubisme? Ou pour en revenir à la science, une des multiples et récentes expositions consacrées à Einstein et à la science européenne de la première moitié du XXe siècle, à partir de son apport à la science américaine du XXIe. Quant à l'unité de la science, si ardemment projetée jusqu'au début du XXe siècle, elle est finalement restée pure pétition de principe devant la spécialisation croissante des domaines scientifiques en ce qui concerne tant leur mode d'organisation que leur méthode d'investigation. Certes, la science dont il s'agira ici se réduit pour l'essentiel aux mathématiques et aux sciences de la nature. Bon, la prise en compte des sciences sociales et humaines rendrait en fait beaucoup plus aisée la critique de la prétention à l'universalité. Sans porter le moindre jugement de valeur sur la scientificité des unes et des autres, et pour ne pas me faciliter indûment la tâche, je limiterai donc mon argumentation aux sciences asociales et inhumaines, si j'ose utiliser ces formules. Je commencerai par narrer une expérience d'altérité mathématique qui m'a beaucoup frappé. Lors d'une visite au Japon, dans un des multiples temples shintoïstes ou bouddhistes, étapes obligées des touristes, vous pouvez voir de nombreuses tablettes suspendues en offrande aux divinités du dieu, gravées ou peintes de divers motifs, paysages marins, vues du Fujiyama, chevaux au galop ou pure calligraphie. Et soudain, votre regard s'arrête sur l'un de ces ex-voto. Non, vous ne rêvez pas, c'est bien une figure géométrique, arrangement particulier et énigmatique de cercles, triangles et autres ellipses. Sollicité, un ami ou un guide vous expliquera que le texte qui accompagne cette figure est bien celui d'un énoncé mathématique, donné le plus souvent sans démonstration. Ces sangaku, ou tablettes mathématiques, remontent à l'époque Edo, des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, époque où le Japon s'est volontairement isolé et coupé des influences extérieures, occidentales en particulier. Replié sur lui-même, c'est alors qu'il développe certaines de ses plus originales créations culturelles, le théâtre no, la poésie de haïku et une mathématique spécifique, le wasan, dont les sangaku constituent une forme publique. Principalement intéressé par les propriétés métriques ou projectives de figures planes et tridimensionnelles, mais aussi par certaines considérations sur les nombres entiers, le Wassan ne se présente pas comme un corps de doctrine axiomatique du type adopté par la mathématique occidentale depuis Euclide. Il s'agit plutôt d'une collection de résultats, dont certains cependant peuvent être fort élaborés. On trouve ainsi certains de ces sangaku des énoncés qui précèdent parfois d'un à deux siècles les théorèmes occidentaux équivalents. Mais plus que les contenus mathématiques des sangaku, c'est leur présentation et leur fonction qui nous interrogent. Imagine-t-on découvrir à Lourdes ou au Sacré-Cœur un ex-voto qui représenterait, plutôt que la Vierge sauvant un enfant malade ou un marin naufragé, la figure illustrant la droite de l'air ou le triangle de Pascal. Véritables œuvres d'art, soigneusement peintes et calligraphiées, souvent dues à des amateurs éclairés, ces tablettes témoignent d'une conception d'abord esthétique des mathématiques. Ce qu'on offre aux divinités, c'est du beau. Qu'ils revêtent la forme d'un cheval admirablement peint ou celle d'un élégant résultat mathématique. Ces trop brèves indications ne signifient nullement que la fonction des sangaku était purement esthétique. Ils jouaient également un rôle que l'on pourrait dire publicitaire dans la constitution et la rivalité des écoles de mathématiques et revêtaient
était même un aspect sportif, exprimant sous forme de défi l'émulation entre maîtres de mathématiques ou amateurs éclairés. Il n'en demeure pas moins que même de ce point de vue, leur localisation dans les temples reste pour le moins singulière. À la différence profonde des mathématiques connues dans la tradition occidentale, les mathématiques des Sangaku ne peuvent se comprendre pleinement ni dans la perspective d'application technique, ni dans celle d'une conception philosophique, ni même, malgré leur contexte sacré, dans celle d'interprétation mystique, telle la numérologie de la Kabbale hébraïque, par exemple. Revenons sur notre problème général. Une première indication probante de la diversité culturelle qui sous-tend l'idée de science découle d'une brève enquête sur les termes utilisés dans plusieurs langues dont les étymologies variées connotent des associations de pensée et de représentations mentales fort différentes. Il est remarquable que le mot science lui-même, utilisé en français, mais aussi, sous des formes proches, dans les autres langues romanes ainsi qu'en anglais, n'est lié que secondairement au savoir ou à la connaissance. Le verbe latin dont il provient, scire, semble avoir eu initialement le sens de trancher, fendre, puis décider, décréter. Scire est relié à secare, couper, qui a donné scier. C'est le latin tardif qui finit par donner à scientia le sens de connaissance théorique. Mais le français du XIe siècle désignera encore par science d'abord le savoir-faire et l'habileté, nuance qui persistera longtemps dans l'usage populaire, avant que l'acception moderne ne s'impose. Encore faut-il noter que le sens et l'emploi actuel du mot science sont fort récents et postérieurs à la révolution scientifique elle-même. Comme l'indique l'historien des sciences Stephen Shapin, citation, au XVIIe siècle, le mot science, du latin scientia, désignant connaissance ou sagesse, avait tendance à désigner n'importe quel ensemble de connaissances proprement établies, c'est-à-dire des vérités universelles et nécessaires. Tandis qu'on qualifiait les investigations concernant le type de choses qui existaient dans la nature et la structure causale du monde naturel, respectivement, d'histoire naturelle et de philosophie naturelle. La classification des hommes de science selon leur activité les répartissait en philosophes naturels, historiens naturels, mathématiciens, astronomes, chimistes, etc. Le substantif du terme scientifique n'a été inventé qu'au XIXe siècle et n'est passé dans l'usage courant qu'au début du XXe. Fin de la citation de Stephen Shapin. Rappelez-vous d'ailleurs que Galilée, pour ne parler que de lui, ne se considérait pas comme un scientifique, le mot n'existait pas, mais comme un philosophe naturel. En allemand, Wissenschaft dérive du verbe wissen, qui veut dire connaître, mais au sens d'un savoir assuré, mais aussi d'un pouvoir, comme on le retrouve dans un belgicisme en français, sais-tu parler anglais pour peux-tu parler anglais. Jusqu'au début du XVIIe siècle, en allemand toujours, l'idée de connaissance objective se traduit par Wissenheit, où l'affixe Heit exprime une idée plus abstraite. De heißen, dire, régir, que Schaft, schaffen, faire, réaliser. Ce n'est qu'au XIXe siècle que Wissenschaft prend le sens moderne de connaissance scientifique. En japonais, le mot est kagaku, écrit avec les deux caractères ka et gaku, qui signifie étude, que nous avons déjà rencontré avec les sangaku. Étymologiquement,
Ka signifie matière, au sens concret de matière scolaire et plus généralement d'une unité cohérente qu'il convient de maîtriser. Ainsi, le mot japonais ne porte pas directement l'idée de savoir, mais plutôt celle d'apprentissage. A fortiori, la nuance épistémé techné lui est étrangère. Or, le mot kagaku, moderne, date de la restauration de Meiji, lorsque le Japon s'est brusquement occidentalisé et n'a donc guère que 150 ans. À la même époque, le mot, ou en tout cas sa graphie, sera emprunté par le chinois, qui ne disposait donc pas, avant la fin du XIXe siècle, d'un mot à la fois spécifique et général pour ce que nous appelons aujourd'hui la science chinoise. Encore un ou deux exemples. En russe, de même, nauka vient au XVIIe siècle seulement d'une racine qui signifie étudier ou enseigner, sans relation immédiate avec l'idée de savoir, même si son sens moderne est plus proche du terme allemand Wissenschaft. En arabe aussi, et je parle sous votre contrôle, ilm, qui désigne la science, vient de la racine alima, apprendre. Et c'est un autre mot, semble-t-il, qui est utilisé plus spécifiquement pour savoir et connaissance, marifa, de la racine trilitère alafa, connaître. En basque, prendre un exemple très ésotérique, ciencia est une simple translittération du terme espagnol, procédé d'importation linguistique courant, que l'on retrouve pour ce terme dans plusieurs langues, mais qui souligne son caractère exogène et prive le mot de toute association étymologique. Pourrait prolonger cette enquête, qui étendue à d'autres langues, donnerait sans nul doute des résultats plus divers encore. Mais il est frappant que même dans le seul domaine indo-européen, la variabilité étymologique et donc sémantique soit aussi notable. Je ne résisterai pas au plaisir de donner encore un exemple tiré d'une langue, entre guillemets, car elle n'est point parlée. Il s'agit de la langue internationale des signes pratiquée par les sourds-muets. Science s'y signifie par le geste qui consiste à ramener les deux mains, doigts repliés vers la poitrine, puis à ouvrir les bras comme si l'on écartait les pans d'une veste. C'est en fait l'ouverture du thorax incisée par le scalpel de l'anatomiste qui est ainsi représenté. Le même signe désigne la médecine en général, qui sert ainsi de métonymie à la science. On conviendra que la référence physiologique et le renvoi direct au sujet de l'investigation scientifique donnent à la notion de science un contenu pour le moins original. Plus généralement, une étude comparée du vocabulaire scientifique dans les diverses langues montrerait la variété considérable des formes d'intégration de la science au sein de diverses cultures. Les termes, forgés pour l'essentiel dans un contexte linguistique occidental, et plus spécifiquement encore à partir de racines gréco-latines, sont traduits par des procédés très différents, avec deux tendances opposées. Soit transcription phonétique, fréquente en japonais par exemple, où électron se dit erikutoron, d'où la perte de toute référence étymologique signifiante dans la langue commune. Ou alors une adaptation de l'étymologie originaire, commune en chinois, où une particule, au sens de la physique, se dit liji, qui signifie grain et qui s'écrit avec un caractère renvoyant au riz, avec le risque inverse de donner au terme une charge vernaculaire profonde. Signalons le cas extrême de l'islandais, langue pourtant indo-européenne, dans lequel le mot science se dit visindi, sans aucun rapport avec les étymologies que nous connaissons, car de fait, l'islandais refuse encore aujourd'hui toute importation de termes étrangers,
et s'est doté d'une terminologie scientifique autonome ou, par exemple, électromagnétisme, qui se dit à peu près de la même façon dans la plupart des langues européennes. Eh bien non, en islandais, c'est Kafselgulfreudy, à partir d'un raf qui signifie l'ambre, ben oui, comme l'électron, Segul qui signifie aimant, et Freudy qui est l'étude ou la théorie. Donc on voit des exemples véritablement extrêmes. Mais n'oublions pas la spécificité du français, qui dans certains domaines au moins, a victorieusement résisté au dumping terminologique anglo-saxon, en se dotant parfois d'une terminologie autonome et souvent mieux adaptée, tout particulièrement en informatique. J'entends plus rien. Mais on n'entend plus rien là. Oui, ouais, en effet, on n'entend plus rien là. Ouais. Il Mm. faudrait lui signaler et il a coupé son micro. On n'entend plus rien. Son micro est coupé. Ouais, très embêtant. Vous me réentendez là? Oui, c'est bon. Oui, Ah oui, oui. c'est bon, c'est bon. Il y a longtemps que vous m'avez perdu? Non, Une une petite seconde. minute, juste une Non, petite non, pas minute. moins que ça, moins que ça. Moins que ça. Après l'Islande. Oui, Islande. l'Islande. Bon, et j'ai parlé du français et de l'informatique. Non, moi j'ai Non, non, entendu. non, non. Non, Alors, je remonte de trois vous phrases. vous apprêtiez à le faire. Je remonte deux, trois phrases en disant, n'oublions pas la spécificité du français qui, dans certains domaines au moins, a victorieusement résisté au dumping terminologique anglo-saxon en se dotant d'une terminologie autonome et souvent mieux adaptée, tout particulièrement en informatique, qui est bien meilleure que computer science, avec des mots comme ordinateur, bien meilleur que computer, logiciel, bien meilleur que hardware, etc. Il est clair en tout cas que le discours scientifique a de fortes chances d'être entendu bien différemment dans une langue où il a pris naissance et dans une autre où il a été importé. L'universalité de principe d'un tel discours quant à son objectivité et sa validité risque fort alors d'être compromise par la spécificité de son rapport avec les autres strates de la langue. Et revenons encore en arrière. En interrogeant la notion d'universalité de la science, il n'est pas question de réhabiliter, fût-ce de façon implicite ou inconsciente, l'idée d'une supériorité consubstantielle de la civilisation occidentale qui l'aurait seule conduite à développer cette forme de connaissance. Aussi doit-on commencer par donner acte que toutes les cultures humaines disposent des outils intellectuels nécessaires à permettre l'émergence de savoirs que nous appellerons scientifiques. Il n'existe pas de groupe humain, bien avant les sociétés marchandes ou industrielles, dont les activités ne requièrent pas déjà des aptitudes que j'appellerais proto-scientifiques. L'exploitation de la nature, tant par les chasseurs-cueilleurs que par les pasteurs et agriculteurs, demande une classification pertinente des espèces animales et végétales, des savoirs détaillés quant à leurs comportements et propriétés, soit une proto-botanique ou une protozoologie. Que ce soit à des fins d'orientation ou de divination, ou les deux, doit se développer une connaissance du ciel, des objets qui le peuplent et de leurs mouvements, une proto-astronomie, le dénombrement des troupeaux, la gestion des récoltes, exige des capacités élaborées de dénombrement et de calcul, une proto-arithmétique. Les structures de parenté elles-mêmes obéissent souvent à des règles parfois extrêmement complexes, une sorte de proto-algèbre. Enfin, la décoration de l'habitat, aussi bien que les coutumes ornementales, conduisent à des pratiques de tracé graphique souvent subtiles, une proto-géométrie. Les techniques de façonnage du bois, du métal, de la céramique reposent évidemment sur une connaissance précise des matériaux, une proto-physique. Pour autant,
cette universalité de fond se concrétise déjà dans des formes d'une étonnante variabilité. Contentons-nous de l'illustrer sur les systèmes de numération. La base 10, qui sert au système moderne, bien qu'elle corresponde vraisemblablement à la décadactylie humaine, n'est pas générale et universelle pour autant. Ainsi, les Yuki, une ethnie amérindienne de Californie, utilisent-ils un système à base 8, préfigurant nos octets informatiques, car ils comptent non pas sur leurs doigts, mais entre leurs doigts. 1, 2, 3, 4. Les Babyloniens, quant à eux, recouraient aux bases 12 et 60, dont nous voyons encore la trace dans les 60 minutes de l'heure ou les 360 degrés du cercle. La terminologie additive des nombres, à laquelle nous sommes habitués, 25 c'est 20 plus 5, n'est pas inéluctable non plus. En Chol, une langue maya du Chiapas, le comptage se fait par vingtaines rapportées à l'unité supérieure. Ainsi, ce que nous appelons 25 sera énoncé comme 5 vers 2 fois 20, que l'on peut expliciter en 5 à partir de 20 vers 40. 500, plus compliqué, sera 5 fois 20 vers 2 fois 400. À un niveau plus profond que la simple terminologie, on trouve dans de très nombreuses langues des classificateurs numériques chargés de fournir une information qualitative sur les objets dénombrés. Le mot désignant le nombre sera marqué différemment grâce à un jeu de suffixes ou d'affixes suivant la classe à laquelle il se réfère. Le maori connaît ainsi deux classes, que l'on compte des humains ou pas. Mais certaines langues ont plusieurs dizaines de classificateurs numéraux. Ainsi, la langue Dioi du Chine du Sud n'en possède-t-elle pas moins de 55, dont voici quelques-unes des classes correspondantes. Petit a, dette, crédit, comptabilité. Petit d, montagne, mur, territoire. Petit c, pips, otium, sifflet, etc. Petit d, rizière. Petit e, vêtements, couverture. J'arrête là la liste qui est évidemment très longue. L'ethnologie paternaliste du XIXe siècle voyait dans un tel système une étape archaïque d'une pensée primitive qui n'aurait pas encore accès à l'abstraction totale d'un nombre indépendant de ce qu'il dénombre. Mais on peut légitimement arguer que les classificateurs correspondent à des distinctions d'une extrême pertinence pour les pratiques spécifiques de cette société. Au moins n'est-il pas nécessaire d'inculquer aux enfants que l'addition n'a de sens que pour des objets de même nature, la langue même ne permettant pas d'ajouter des objets de nature complètement différente. Pour illustrer la variabilité culturelle des formes prises par les connaissances proto-scientifiques, on pourrait également convoquer les descriptions du ciel nocturne. Si toute proto-astronomie semble savoir distinguer les planètes errantes des étoiles fixes et reconnaître la bande zodiacale, il s'en faut de beaucoup que les regroupements d'étoiles qui permettent de structurer le ciel soient universels. Sans doute, la Grande Ourse, Orion, offre-t-elle des figures assez marquantes pour être assez généralement reconnues comme telles, mais sous des appellations bien différentes liées aux récits mythiques autochtones. Mais là où la tradition moyen-orientale puis occidentale identifie et nomme des ensembles stellaires assez amples, nos constellations, la tradition chinoise considère des structures souvent moins étendues et regroupées très différemment que nous dénommons des astérismes, pour faire la différence. Et quand on sait la prégnance culturelle du découpage en constellations depuis l'Antiquité
jusqu'à l'astronomie moderne, on voit déjà à quel point un contexte donné marque de sa contingence les connaissances scientifiques les plus récentes. Ainsi, le terme de science, je l'ai déjà évoqué, est porteur d'une polysémie qui engendre de profondes confusions, dont témoigne d'ailleurs le vague des définitions proposées par les dictionnaires de langues usuelles. De fait, à considérer de près l'astronomie des prêtres babyloniens, liée avant tout à des préoccupations divinatoires, la numération maya, réservée aux usages calendaires, l'usage à l'exclusion de toute fonction économique, l'arithmétique égyptienne, destinée, elle, à résoudre des calculs d'arpentage ou d'architecture, ou la géométrie grecque, d'essence plus philosophique que pratique. On voit bien que ce même mot de science utilisé aujourd'hui peut désigner des pratiques fort différentes, tant par les formes d'organisation de la production des connaissances nouvelles que par les fonctions sociales de ces connaissances. C'est pourquoi nous avons choisi d'appeler proto-sciences des savoirs certes efficaces et objectivables, mais non autonomes, intrinsèquement liés à telle ou telle activité technique, économique, mythique ou ludique. Et on réserve effectivement le terme de science à des formes de savoir abstraites, détachées au moins en large partie de leur origine pratique et de leur utilisation concrète. En ce sens, la mathématique grecque est bien un exemple canonique de science au sens moderne. Les Grecs, en effet, élaborent un corps de doctrine qui transcende toute application pratique et se fonde sur la notion essentielle de preuve, culminante avec les éléments de Euclide. C'est cette mathématique que nous reconnaissons encore aujourd'hui comme une science archétypique, au risque d'oublier son enracinement dans une culture bien particulière. Il est pourtant devenu classique de lier l'innovation grecque, quant à la notion même de preuve, au développement de la démocratie athénienne et à la nécessité d'emporter la conviction de l'interlocuteur par le jeu de l'argumentation, ce en quoi le logos fonde effectivement la logique. Titre de contre-exemple, on peut considérer les mathématiques égyptiennes. Elles possèdent des méthodes géométriques et arithmétiques permettant à des fins d'arpentage d'évaluer les aires de terrain de diverses formes, dresser des relevés architecturaux ou encore tenir des comptabilités administratives détaillées de ressources alimentaires ou de forces de travail. Mais ces méthodes empiriques, à but directement utilitaire, sont parfois exactes, parfois seulement approchées, quelquefois tout simplement erronées, en tout cas jamais démontrées. Il ne saurait cependant être question ici d'émettre un jugement de valeur qui conférerait à la mathématique grecque une dignité et une supériorité que l'on refuserait à une mathématique égyptienne considérée comme primitive et sous-développée. L'historiographie moderne a appris à évaluer chaque civilisation et en particulier ses productions scientifiques dans les termes mêmes de leur culture ambiante. Comme l'écrit Imhausen, spécialiste des sciences égyptiennes, il est devenu évident que le savoir mathématique n'est pas universel. Il n'est pas indépendant de la culture où il est produit et ne s'est pas universellement développé depuis des débuts élémentaires jusqu'à des stades de connaissance plus avancés. Cette dépendance par rapport au contexte culturel commence déjà avec les systèmes de numération et les concepts numéraux, comme l'ont montré les travaux d'ethnomathématiques. Mais il en va de même pour les techniques et les concepts mathématiques plus avancés. Fin de citation. D'ailleurs, le miracle grec, ainsi dénommé, ne constitue nullement une rupture inaugurale irréversible qui ferait définitivement entrer la culture occidentale dans l'ère de la science au sens moderne du terme.
Il n'est que de considérer le peu d'intérêt des Romains pour ce savoir abstrait et la faiblesse de leur contribution, lors même que sur le plan de la littérature et de la philosophie, ils empruntent tant aux Grecs. Cet exemple, par le contraste qu'il met en évidence entre deux sociétés pourtant si proches, suffit sans doute déjà à révoquer en doute la notion d'universalité. C'est la civilisation arabo-islamique qui redonnera à la culture une dimension scientifique majeure. Loin de se borner, comme on l'a trop dit, à transmettre la science antique grecque ou indienne, elle donnera, à partir du 8e siècle, un prodigieux essor à nombre de disciplines scientifiques. Mathématiques, optique, astronomie, géographie, médecine, les connaissances nouvelles s'écriront pour l'essentiel de Samarcande à Saragosse en arabe. Des mathématiciens comme Al-Khwarizmi, 9e siècle, ou Omar al-Khayyam, le grand poète du 11e, des physiciens comme Ibn al-Haytham, 10e, 11e siècle, auront une avance en algèbre comme en optique de plusieurs siècles sur leurs successeurs européens. Mais aussi novatrice soit-elle, cette science arabo-islamique opère dans des conditions idéologiques et politiques bien différentes de ce que sera la science européenne. Et même en marque vaudrait pour les sciences chinoises, dont le développement autonome, jusqu'à l'arrivée massive des Européens, et des Jésuites en particulier, au XVIIe siècle, montre de profondes spécificités, tant par par ses thématiques de recherche que par ses formes d'organisation. La science moderne, quant à elle, naît au début du XVIIe siècle en Europe, ce qu'il est convenu d'appeler la coupure galiléenne, et se caractérise par des traits originaux étroitement liés à ceux de la société européenne de l'époque. D'une part, l'émancipation et la montée en puissance des couches urbaines d'artisans confèrent au travail manuel et aux activités pratiques une légitimité et une dignité nouvelles. De là, comme en témoigne le fameux texte de Galilée sur l'arsenal de Venise, l'ancrage nouveau de la science dans la technique, pour y puiser des thèmes de recherche, principe de fonctionnement des machines simples, par exemple, aussi bien que des moyens d'investigation révolutionnaires, l'expérimentation active relayant la simple observation passive. D'autre part, le contexte idéologique et religieux fournit d'efficaces représentations métaphoriques du savoir. L'idée de la nature comme un grand livre, que reprendra Galilée encore, et la notion reliée, a priori si étrange, de loi de la nature, trouvent évidemment leur source dans l'organisation politique et religieuse de la société. Mieux encore, le programme manifeste de mise en œuvre à grande échelle du savoir théorique, Bacon, Knowledge is power, savoir c'est pouvoir, ou Descartes, devenir comme maîtres et possesseurs de la nature, ce programme s'articule explicitement avec la mécanisation puis l'industrialisation du capitalisme naissant. Aussi bien les divers épisodes du développement scientifique ne peuvent en aucune manière être traités comme les phases successives d'un progrès continu et homogène. Les épisodes de culture scientifique, aussi intenses et variés soient-ils, se terminent en règle générale avant que d'être, plus tard, relayés ailleurs. Les ruptures et les décalages y sont plus marqués que les passages de relais, et souvent non moins féconds. Si Anne Needham a pu, dans sa monumentale entreprise de résurrection des sciences chinoises, être guidée par le souci de mettre en évidence leur caractère précurseur et leur rapport à la science occidentale, ce point de vue, aussi bien intentionné soit-il, se révèle aujourd'hui trop réducteur. Les pratiques scientifiques chinoises ont des caractéristiques propres, tant épistémologiques
que sociologiques, qui ne permettent nullement de les considérer comme un simple affluent de ce qui serait le grand fleuve de la science. Il en va de même pour les sciences arabo-islamiques, je l'ai déjà dit. La reconnaissance des dettes considérables de la science occidentale à leur égard n'autorise nullement à nier leur spécificité et à ne les valoriser que pour ses apports. Il y a des sciences, non pas seulement au sens élémentaire où il existe des disciplines scientifiques diverses, mais surtout au sens où les modes de production, d'énonciation et d'application des connaissances diffèrent radicalement en fonction des lieux et des époques. On pourrait d'ailleurs arguer que l'une des meilleures preuves de la pluralité irréductible de ces différents épisodes est fournie, comme je l'ai indiqué, par leur finitude temporelle. Tant la science gréco-alexandrine que la science chinoise et la science arabo-islamique ont connu le déclin, et pour des raisons spécifiques largement internes aux sociétés dans lesquelles elles se développaient. Il en va de même d'ailleurs pour les monuments intellectuels de la connaissance scientifique, comme pour ceux matériels de nos cités. C'est souvent leur ruine et leur abandon qui permettent l'irrespect avec lequel ils peuvent être pillés et leurs matériaux réemployés dans des structures et à des fins dans des structures et à des fins souvent bien différentes de leur destination initiale. Pour achever de dissiper la conception commune d'une science universelle qui transcenderait les formes concrètes dans lesquelles elle s'incarnerait au gré des vicissitudes historiques, grâce à la continuité temporelle qu'assurerait une transmission d'héritage successif, il n'est que de constater l'existence de civilisations sans pratique scientifique propre, mais non moins développé pour autant. L'exemple princeps ici est celui déjà mentionné de Rome, comme il est aisé de le constater. Tout un chacun peut sans mal citer un nombre conséquent de savants grecs, entre Ionie et Alexandrie, de Pythagore à Hypatie, de Thalès à Euclide, d'Archimède à Héron, de Hipparque à Ptolémée, et tant d'autres. Et quels noms viennent à l'esprit si l'on convoque des scientifiques latins de renom? Un naturaliste, compilateur et crédule, Pline l'Ancien et son neveu. Un architecte, Vitruve. Un agronome, Columelle. Et puis, les Romains qui empruntèrent tant aux Grecs conquis, en philosophie, en poésie, en mythologie, en sculpture, en architecture, n'assumèrent nullement leur héritage scientifique. Cela n'empêcha nullement la domination longue et prospère que Rome exerça sur l'Europe occidentale et la Méditerranée. Faisons un petit exercice de science-fiction. Une des questions scientifiques les plus passionnantes d'aujourd'hui est celle de l'existence de formes de vie extraterrestres et par-delà de formes intelligentes, entre guillemets. Déjà, nombre de sondes spatiales destinées à sortir du système solaire emportent des messages à destination d'éventuels collègues extraterrestres. Aussi abstrait qu'en soit le codage, il suppose quand même chez leurs récipiendaires éventuels des modes de connaissance commensurables avec les nôtres et donc une forme maximale d'universalité de la science au sens propre du mot, puisque concernant l'univers tout entier. Pourtant, imaginons une espèce vivante et pensante tout à fait étrangère à la nôtre, sans pour autant reposer sur des principes biologiques radicalement différents, comme la science-fiction a pu en inventer, à l'instar du nuage noir de Hoyle de nature électromagnétique. Soit donc, dans le cadre d'une biochimie voisine de celle qui nous anime, un genre d'invertébrés vivant dans les grands fonds océaniques de la planète qui les héberge. On peut concevoir que l'évolution conduise de tels êtres à développer des capacités de communication, une organisation collective et une connaissance active de leur milieu, une civilisation en quelque sorte,
Après tout, les céphalopodes terrestres n'ont-ils pas la réputation largement méritée d'avoir une intelligence animale assez subtile déjà? Les sciences, pardon, les sens mis en œuvre par de tels êtres seraient hiérarchisés d'une façon bien différente de celle que nous connaissons. Dans l'obscurité abyssale, la vision serait seconde. Et le toucher, sans doute évolué en sensations chimiotactiles subtiles et diversifiées, serait premier. En seraient affectés tant les dispositifs communicationnels que les perceptions du monde. Le développement des savoirs de tels êtres procéderait évidemment dans un ordre complètement différent du nôtre. Dans ce monde fluide et plein, une mathématique du continu devrait précéder l'arithmétique du discret. La chimie viendrait bien avant la physique. La mécanique des fluides devancerait celle des solides, etc. Le développement d'une astronomie serait des plus tardifs et demanderait des moyens d'investigation de très haute technicité. Mais surtout, le langage utilisé, quel qu'en soit le support physique, probablement pas sonore, fournirait au savoir scientifique des représentations métaphoriques, des associations mentales, des structures épistémiques si différentes des nôtres que les échanges avec une telle civilisation, à supposer même qu'ils soient rendus matériellement possibles, poseraient de très redoutables problèmes de traduction, à côté desquels ceux que nous avons eu à affronter sur Terre, entre cultures différentes, ne seraient que bagatelles. Rien ne garantit à l'avance la possibilité d'une telle intercompréhension. Laissons là une expérience de pensée quelque peu hasardeuse. Mais en portant à son acmé la question de l'universalité de la science, elle n'est peut-être pas totalement inutile. Venons-en au temps présent. Il faut bien autant convenir que la science, aujourd'hui, est au moins sur notre planète universalisée. Les physiciens travaillent sur les mêmes sujets, avec les mêmes accélérateurs à Genève et à Chicago. Les biologistes font les mêmes expériences à Tokyo et à Paris. Les astronomes utilisent les mêmes télescopes au Chili et à Hawaï. Mais cette mondialisation n'est autre que la victoire d'un certain type de science occidentale, initialement européenne, puis états-unienne. De cet état de fait, sans doute irréversible, on ne saurait tirer un jugement de valeur intrinsèque. La raison du plus fort est toujours la meilleure, quand bien même il s'agirait de la raison scientifique. Cette domination spatiale n'implique pourtant aucun privilège temporel. Tout comme les sciences grecques, chinoises, arabes, il se pourrait bien que la science occidentale, mondiale, c'est désormais la même chose, soit mortelle. Et même au terme de 4 siècles de développement, déjà moribonde. Son efficacité même, qui lui a permis à partir du XIXe siècle de réaliser le programme baconien et cartésien, se retourne maintenant contre elle. La commande sociale, ou plus précisément marchande, place le développement scientifique sous l'empire de contraintes de productivité et de rentabilité à court terme. La possibilité de recherche spéculative fondamentale, sans garantie de succès immédiat, devient de plus en plus illusoire. Ainsi se dénoue de façon insidieuse la conjonction assez étonnante après tout et historiquement très particulière entre la spéculation et l'action qui a caractérisé la science occidentale pendant 2 siècles. 2 siècles. Car ce lien entre la technique et la science ne se matérialise pas
avant le début du XIXe siècle, quoi qu'on pensait ou espérait Bacon ou Descartes. Le régime de la technoscience dans lequel nous sommes entrés concrétise sans doute pour assez longtemps un nouvel avatar de cette activité décidément pluriverselle qu'est la science. Mais si d'autres lieux et d'autres temps ont pu donner aux connaissances que nous considérons comme scientifiques des fonctions intellectuelles et matérielles si différentes de celles d'aujourd'hui, comment ne pas laisser ouverte la question de leur statut dans la ou les civilisations de l'avenir? Vous aurez compris que mon passage par l'histoire et par le passé n'avait comme but principal que celui de me poser la question à laquelle je n'ai strictement aucune réponse de notre avenir et de celui de ce que nous appelons science aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jean-Marc. Donc, le débat est ouvert s'il y a des questions dans la salle. Donc, euh, alors, oui, Jean-Claude, je vais activer ton micro. Voilà. Est-ce que tu peux, Jean-Claude, activer ton micro? Voilà, ça y est, j'avais la Oui, commande. c'est Oui, bon, merci. Jean-Claude. Oui, parce que je suis, comment dirais-je, très content d'avoir entendu cette conférence parce que j'étais très sceptique sur j'attendais effectivement une mise en question de cette universalité et j'étais très sceptique là-dessus. Et je dois reconnaître que j'ai été convaincu, pour autant que j'ai bien entendu, parce que j'ai eu des problèmes de sonorité qui était insuffisante. Mais pour autant que j'ai compris, je crois que je peux dire à Jean-Marc Lévy-Leblanc que je suis entièrement d'accord avec l'ensemble de son exposé, qui revenait à montrer, comme il l'a dit, que même la pertinence, comment dirais-je, de la science dans telle ou telle société est inversement proportionnelle à son universalité, précisément. Et donc, je crois que je suis convaincu par l'ensemble. Et étant convaincu, je me demande qu'est-ce qu'on peut faire de ce constat très documenté. Et je suis tenté d'avancer deux idées assez indépendantes, mais des suggestions, des pistes pour savoir que faire de cette conclusion. Ma première thèse consiste à se reporter vers la division de la pensée que nous devons à Deleuze, qui a inventé un concept que j'aime beaucoup, ce qu'il appelle les trois chaos, les trois filles du chaos, qui sont trois façons de sortir du chaos, qui sont, par ordre d'entrée en scène, si je ne me trompe, l'art, la philosophie et la science, précisément. Et pourquoi est-ce que cette idée de deleuzienne des trois chaoïdes me semble pertinente? Parce que elle s'inclut dans une division de la pensée qui est plus large, où le quatrième terme, mais qui n'est pas une chaoïde, c'est la pensée religieuse. Voilà. Et par conséquent, ça nous suggère un cadre qui peut très bien être comment dirais-je, conflictuel entre les trois chaoïdes d'une part, et puis d'autre part d'autres facteurs civilisationnels, comme on dit. Voilà, c'est ça. C'est ma première idée. Et l'autre idée qui me paraît suggestive, c'est ce qui est représenté aujourd'hui par la pensée de Grothendieck. C'est peut-être pas facile à dire, mais je suggérerais que chez Grothendieck, par rapport à cette diversité des civilisations que nous a très bien dépeintes dans un grand
un grand panorama historique, Jean-Marc Lévy-Leblond. Dans cette diversité, Grothendieck pratique une espèce de tunnel avec la pensée orientale lorsqu'il nous dit que lui est mathématicien, et c'est pas un mathématicien quelconque, il a en quelque sorte deux façons de faire des mathématiques qui sont tout simplement une façon yin et une façon yang yin et une façon yang de faire des mathématiques. C'est-à-dire que un mathématicien typiquement occidental peut nous dire pour expliquer la façon dont je fais moi des mathématiques, j'ai besoin de cette division. Alors c'est pas de l'universalisme, mais ça veut dire qu'on peut percer la différence entre des civilisations même très éloignées, et ceci au niveau d'un vécu qui est celui du créateur en mathématiques. Voilà. Je ne sais pas très bien comment ces deux idées s'assemblent, mais il me semble que dans la situation qui est assez pessimiste que nous dépeint Jean-Marc Lévy-Leblond, il me semble que ça dessine deux cadres théoriques où on pourrait reprendre le problème. Voilà, merci de votre attention. Jean-Marc, une réaction par Bon, rapport à... juste un petit mot. La- les catégories dont fait état Dumoncel, emprunté à Deleuze, sont effectivement très pertinentes et peuvent nous aider probablement à penser, mais je me demande, c'est une question, vraiment pas de réponse, dans quelle mesure elles ne sont pas non plus elles-mêmes tributaires d'une vision, d'un logos d'ailleurs, essentiellement occidental. Je ne sais pas, je me demande. Je me demande si on peut utiliser, par exemple, le mot art ou même le mot philosophie dans des contextes culturels très différents des autres. Je ne pense pas qu'on puisse faire autrement, mais je pense qu'on peut se poser la question de savoir quel est le degré réel d'adéquation entre les termes que nous utilisons et les formes culturelles très étrangères auxquelles ils se réfèrent. C'est vraiment juste une question. Quant à Grothendieck, oui, bien sûr, mais je ne suis pas sûr que la dualité dont fait état Dumoncel soit très spécifique à Grothendieck. Il ne manque pas de mathématiciens bien avant lui qui a déjà fait la remarque que, bon, on pourrait citer Poincaré et on peut remonter très loin en arrière, euh, que cette dualité, si l'on veut bien considérer les mathématiques non pas sous l'angle de ce qu'elles produisent comme écrit, mais de ce qu'elles engendrent comme travail concret, font évidemment une très large place à euh, des, je dirais presque à des gestuels, pour emprunter un, un mot à Gilles Châtelet, à une gestuelle tout à fait particulière. Et quand on regarde ce que les mathématiciens, les rares qui parlent de ce qu'ils font et pas seulement des résultats finaux, on ne peut qu'être convaincu de la chose. Donc, c'est très bien que Grothendieck en fasse état aussi. Je ne suis pas sûr qu'il y ait là quelque chose d'une originalité extrêmement profonde, disons. Mhm. Oui, je dois ajouter peut-être à l'appui de votre objection que Deleuze, par exemple, effectivement, fait une très grande différence entre la philosophie d'une part et puis d'autre part ce qu'il appelle la pensée par figure, où il englobe, par exemple, la pensée chinoise et puis les séphirotes judaïques ou des choses comme ça. Hein. Donc, effectivement, nous sommes devant un problème, mais par exemple, si on a parlé de l'universalité de la science aujourd'hui, c'était le sujet, mais la thèse de Malraux, par exemple, c'est aussi la thèse d'une certaine universalité de l'art qui
comment dirais-je, inverse la perspective quand même par rapport à l'idée que chaque culture serait enfermée dans elle-même. Donc, il me semble qu'il y a une sorte de dynamique dans la question dans laquelle on peut s'inscrire et que les choses ne sont pas figées. Voilà, c'est peut-être ce que je pourrais ajouter. Merci, Jean-Claude. Alors, Charles, je donne la parole à Charles. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir Jean-Marc. Alors, Charles, Oui, je voulais simplement te faire une demande, mais qui est une demande un peu drôle. C'est que j'ai le sentiment, tout simplement, que d'une certaine façon, dans ta reprise de l'inscription sociale des sciences, qui est un élément essentiel, fondamental, sur lequel tu as apporté beaucoup de choses, cette insistance sur le pluriel science, hein, puisque aujourd'hui, on ne dit plus la philosophie de la science, on dit philosophie des sciences, ce qui est une forme d'enregistrement d'un certain nombre d'arguments que tu as avancés. Je me demande si tout simplement ça ne revient pas à ce que tu présentes une déclinaison de science ouverte, à savoir le nom de la collection que tu as dirigée avec ouverte au sens effectivement d'un perspectivisme ou d'une vision perspectiviste et non relativiste, hein, parce que je verrais plutôt dans ton approche cet aspect perspectiviste et non relativiste. D'autre part, tu as insisté sur l'universalité proto-scientifique, ce qui est très intéressant, sur la variabilité, la polysémie. Et je me demandais si tu avais en tête ou tu pensais à un rapport à Husserl, à sa crisis, ou ce qu'il décrit dans l'origine de la géométrie, et où il thématise justement cet aspect proto-scientifique, hein, donc proto-géométrie. Là. Et puis, simplement, ben, je ne vais pas développer tous les aspects philosophiques que tu as énoncés, parce que, évidemment, dans ton exposé, il y a la question de la langue et la question des langues, le problème du filtrage par les traductions, du grec au romain, en l'occurrence. Et on sait que ça a des enjeux philosophiques et des enjeux philosophico-politiques. Il n'y a qu'à penser à Heidegger. Voilà, c'est simplement les quelques petites remarques que je voulais te faire. bah écoute, ces remarques, je commence par celles qui sont des questions auxquelles je ne répondrai pas, parce que ma culture philosophique n'est vraiment pas assez profonde pour que ma lecture de Husserl euh, ne soit pas quand même restée assez superficielle. Et donc, oui, sûrement, il faudrait que je le relise, que je vois dans quelle mesure je peux m'y référer. Mais j'en dirai pas plus pour l'instant. Merci de ta référence à la collection Sciences Ouvertes, puisque effectivement, c'est en dirigeant cette collection et en publiant un certain nombre de livres, donc en les lisant d'abord, que c'est nourri ma façon de penser. Et je peux citer deux ou trois de ces livres qui m'ont profondément marqué. D'une ethnomathématicienne qui s'appelle Marcia Hacher, et dont le livre s'appelait Les sciences, les mathématiques d'ailleurs. Alors il s'agirait plus, au sens où je l'ai utilisé, de proto-mathématiques, mais où elle montrait que aussi bien certains tracé divinatoire d'ethnie africaine, certains jeux, comme les jeux de ficelle entre les doigts et d'autres, convoquent des structures, oui, proto-géométriques évidentes, qui montrent, en tout cas, et ça je ne l'ai peut-être pas assez dit, quand je disais que ces proto-sciences, toute culture est apte à les développer et les développe,
c'est ipso facto l'affirmation qu'il n'y a pas de supériorité, sauf locale, historique, et probablement dû beaucoup plus à des phénomènes politiques, économiques et militaires d'une culture sur une autre. Donc on peut rêver, c'est un peu ce que j'ai essayé de faire avec ma petite nouvelle de science-fiction sur les céphalopodes extraterrestres. Euh, on pourrait rêver à ce que serait devenue une civilisation aztèque, par exemple, qui n'aurait pas été éradiquée par la colonisation européenne. C'est un thème de science-fiction qui me paraîtrait tout à fait intéressant à étudier. Merci Jean-Marc. Est-ce il y a d'autres questions dans la salle? Sinon, j'aimerais bien, moi, réagir par rapport à l'incommensurabilité entre les humains et les extraterrestres. On va commencer plutôt par l'incommensurabilité entre les humains, c'est-à-dire à quel point vous acceptez cette incommensurabilité entre les théories scientifiques à travers l'histoire de la science. Avant de parler de l'incommensurabilité entre les humains et les extraterrestres, qui est de l'ordre d'une fiction, et je me demande si cette comparaison entre nous et des extraterrestres supposés ne se fonde pas sur un réalisme scientifique, c'est-à-dire le fait que nous avons, la science nous donne la réalité, c'est-à-dire nous avons presque un seul moyen d'accéder à cette vérité ou à cette réalité, et peut-être les extraterrestres auront une autre science, c'est-à-dire ils n'ont pas un autre accès à la réalité, mais ils ont peut-être ils vont développer une autre façon de comprendre la réalité elle-même, totalement différente de la nôtre. Est-ce que c'est... Oui, c'est un peu l'idée que j'annonçais, dans la mesure où leur réalité primaire est fondamentalement différente de la nôtre. Ils vivent dans l'obscurité, dans un liquide, sous des fortes pressions, et ce n'est que très tardivement qu'ils auraient accès à des rapports au réel qui, pour nous, sont familiers. C'est très tardivement qu'ils pourraient découvrir en sortant la tête de l'eau qu'il y a des étoiles dans le ciel, alors que c'est une expérience fondatrice de la perception humaine. Alors, pour en revenir au thème de l'incommensurabilité, je crois que le mot est un peu ambigu parce qu'il est utilisé dans deux sens assez différents. Euh, S'il est utilisé pour dire que des théories scientifiques différentes utilisent des concepts qui ne sont pas commensurables au sens où ils ne se ramènent pas, comment dire les choses, de façon immédiate l'un à l'autre, c'est absolument évident. C'est-à-dire que même à l'intérieur d'une même discipline scientifique, d'une discipline scientifique relativement moderne, je prends la mécanique, bonne vieille mécanique, 19e siècle, il existe plusieurs façons de penser. Vous pouvez penser en termes de force, à la Newton. Vous pouvez penser en termes d'action à distance, à la Lagrange, ou en termes de loi de conservation, à la Hamilton. Vous pouvez démontrer formellement, mathématiquement, que ces formulations sont équivalentes, logiquement et mathématiquement équivalentes. Mais évidemment, les représentations mentales qu'elles engagent sont extrêmement différentes. Et ça, c'est très précieux. Donc cette diversité n'est pas négative, comme le terme incommensurabilité pourrait le laisser croire, mais au contraire, elle est très précieuse. C'est très précieux de pouvoir penser, j'allais dire la même chose, mais non, justement, c'est pas la même chose de façon différente. Et ce serait évidemment euh, une avancée probablement extraordinaire si nous avions contact avec des extraterrestres et que nous arrivions, mais à mon avis, ça serait très difficile, très long,
à communiquer. Je crois qu'on pourrait assez raisonnablement avoir des preuves dans un laps de temps raisonnable de l'ordre de quelques années ou dizaines d'années de l'existence de la vie extraterrestre sous des formes sommaires. La preuve d'existence de formes qu'on aurait envie d'appeler intelligentes, ça me paraît encore beaucoup plus difficile. Et la possibilité de communiquer, ça reste, à mon avis, une question très, très largement ouverte. Donc, ce que j'essaye de dire en réponse à votre remarque, c'est que l'incommensurabilité, moi, j'essaye de ne pas trop utiliser ce mot parce que il impliquerait une sorte d'échec de la communicabilité. Or, non. Ce qui est remarquable, c'est que on arrive quand même difficilement et seulement partiellement à se comprendre. Et il reste évidemment beaucoup d'incompréhensions qui ne seront, à mon avis, jamais totalement résolues. J'ai un ami poète, quand on lui demande si un poème est traduisible dans une autre langue, il dit oui, bien sûr, on peut traduire de la poésie, mais ce n'est plus de la poésie. C'est évidemment une boutade un peu provocatrice, mais je crois qu'elle reflète une vraie question. Quand vous lisez la version française d'un haïku japonais, oui, certainement, vous êtes sensible à quelque chose qui relève du poétique, mais c'est évident que beaucoup du contenu de ce haïku, à savoir la langue elle-même, sa prosodie, a disparu. Donc, on peut échanger, mais pas tout. Et je crois que c'est une des formes de la. Peut-être on pourrait dire que c'est une des formes de la tragédie humaine. Si on restait totalement étranger, indifférent, sans communication aucune, bon, ben, chacun de son côté, on ne parle même plus. Mais non, entre humains, on communique, mais seulement partiellement. Mais c'est vrai, sans aller chercher les civilisations étrangères, c'est vrai avec les personnes les plus proches de nous déjà. Il y a bien sûr, alors François Igor prie, je t'en prie, François. Alors, merci beaucoup pour votre exposé. J'ai une petite question. Pour moi, la science et la morale, par exemple, sont universelles. Et pour moi, ce que vous avez dit, ça prouve mon point de vue. Parce que, en fait, ce que vous avez démontré, c'est qu'il y a un air de famille entre les usages différents de la science, au sens du dernier Wittgenstein. Peut-être ce n'est pas une polysémie du mot science, mais juste les usages différents dans les contextes différents, donc un air de famille. Et si c'est un air de famille, alors comment entendez-vous l'universalité? Quand vous dites c'est l'universalité ne signifie pas juste il y a une science fixe hors de contexte, une science absolue qui reflète le monde extérieur aussi déterminé, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça une question. Et vous noterez que quand j'ai essayé de montrer qu'il n'y a pas d'universalité, je n'ai pas pour autant voulu dire qu'il y a incommunicabilité ou incommensurabilité. J'ai voulu dire simplement que euh, on peut comprendre une bonne partie d'une science totalement différente de la nôtre. Il n'est pas sûr qu'il soit si facile de comprendre ses raisons d'être, ses a priori, son contexte idéologique, philosophique, religieux. Et donc c'est là que on voit à quel point une science, même qui peut se
transmettre quant à ses résultats. Un théorème démontré quelque part, s'il est vraiment démontré, ben, sera compris ailleurs et démontré peut-être d'une autre façon, mais démontré aussi. Mais le sens de ce théorème, sa signification profonde, pas seulement à l'intérieur des mathématiques, mais sa signification profonde dans l'ensemble de la culture ne sera probablement pas le même. Toutes les métaphores que nous empruntons à la science, je sais si nous en empruntons, passons notre temps à utiliser les métaphores tirées de la physique, de la chimie, de la biologie, etc. Il n'est pas du tout sûr, le contraire est même probablement certain, que ces métaphores prennent sens dans une culture totalement différente. Ce qui voudrait dire à ce moment-là que oui, on peut accepter l'idée qu'il y a une partie, qu'il y a des éléments savoir scientifique qui accèdent à l'universalité, mais qui n'épuisent pas, et de loin, le rôle social, intellectuel, culturel de la science. La science dit beaucoup de choses hors d'elle-même. Et D'accord. ça, c'est quelque chose qu'on a dû à mesurer parce que Mm. ces métaphores, nous les utilisons en permanence. Et nous risquons d'oublier que ce sont des métaphores. Merci beaucoup. Euh, Désolé pour la connexion, mais j'espère que ça va se rétablir. Moi, j'avais une question, c'est possible? Oui, oui, mais on a perdu un peu Jean-Marc. Ah bon, d'accord. Je crois, mais on attend quelques secondes. J'espère qu'il va se Je vais vous donner une phrase. très bien. Euh, je vois pas Jean-Marc. Bon, je pense qu'il va se reconnecter. En attendant, vous pouvez poser votre question aux participants. C'est-à-dire, c'est un débat ouvert entre les participants aussi, en attendant que Jean-Marc se reconnecte. Ah, d'accord. Je vous en prie, je vous en prie. Pardon. Non, 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 ben, c'était plus spécifiquement par rapport à la thèse de Jean-Marc Lévy-Leblond. Ce qui, moi, me paraît le plus opposé à ça, et je dis pas que je soutiens l'un ou l'autre, c'est la philosophie d'Auguste Comte et son classement des sciences, cette fois-ci tout emboîtées les unes dans les autres et à vocation totalement universelle. Donc ma question c'est, mais peut-être je suis un peu obsédé par Auguste Comte parce que je travaille beaucoup dessus, mais ma question c'est comment à ce moment-là quelqu'un aurait pu autant se tromper et la réponse de dire oui c'est parce que justement il était dans un climat du 19e siècle, donc de relativiser ça me paraîtrait un petit peu courte égard à sa pensée. Donc c'est voilà comment quelqu'un peut-il errer si l'on en prend la thèse de Jean-Marc Lévy-Leblond de manière aussi importante quoi. Voilà. Oui, oui, j'avais presque aussi la même question sur la technoscience, c'est-à-dire est-ce que ça vraiment la technoscience marque la science à partir du 19e ou c'est quelque chose qui a toujours accompagné l'activité scientifique, c'est-à-dire les scientifiques ou les savants ont toujours cherché à pratiquer leur savoir, à réaliser ou à exécuter ou à trouver aussi des moyens, des outils, des instruments pour changer le réel et ne pas se limiter à l'expliquer théoriquement ou à le connaître. Est-ce que c'est vrai, la technoscience est un trait qui marque la science, je veux dire, moderne à partir du 19e? Et malheureusement, Jean-Marc
n'est plus là, je vois. Il a. Bon, enfin, je sais pas ce que vous pensez. Et c'est vrai que l'approche de Jean-Marc était plutôt culturelle, de l'universalité et anthropologique, plus que. C'est-à-dire, on se souvient tous toujours d'Aristote quand il dit il n'y a deux sens que de l'universel, c'est-à-dire l'universalité, c'est aussi quelque chose peut-être qui caractérise la science et qui la distingue d'autres formes peut-être de croyances, etc. C'est le fait qu'elle nous donne un peu la vérité et que cette vérité s'impose à tous. Et à quel point universelle et intimement liée au rationnel, hein, c'est-à-dire la science et à quel point elle est irrationnelle ou est-ce qu'elle est toujours rationnelle? Ce sont des choses qui viennent à l'esprit quand à partir de la conférence de Jean-Marc, qui sont euh, Charles, est-ce qu'il y a moyen de Oui, non, j'ai eu Jean-Marc au téléphone là. Donc, il a été coupé, il comprend pas pourquoi. Et là, il est en train de réessayer. Il a réessayé deux ou trois fois, ça n'a pas marché. Et donc, il va essayer. Alors, s'il y arrive, c'est parfait. S'il n'y arrive pas, il m'a prié de l'excuser auprès de non, tout le monde. Mais ouais, bon, c'est dommage, ouais, espérons que ça marche. ouais. Alors, en attendant Jean-Marc, euh, je ne sais pas s'il y a d'autres points à évoquer. Je ne sais pas, il y a parfois cette ambivalence, je ne sais pas ce que vous pensez, cette ambivalence entre, c'est-à-dire nous avons deux manières peut-être aujourd'hui de faire ou de comprendre la place de de la science dans les sociétés. Est-ce que, voilà, c'est bon, il va se connecter, heureusement. Euh, D'une part, nous avons un comportement scientifique qui est quasi partagé par le plus grand nombre de scientifiques qui repose sur une éthique, une recherche de la vérité. Et d'autre part, nous avons un autre comportement un peu scientifique qui est beaucoup plus pragmatique, qui est beaucoup attaché à des centres de pouvoir politiques, etc. Donc, est-ce que cette ambivalence, à quel point elle peut être confirmée? Euh, Par exemple, toujours, j'ai l'impression que toujours les scientifiques, comme ce soir entre nous, nous avons euh, un certain nombre de valeurs et surtout la valeur du savoir, de la vérité, de la recherche de la vérité, etc., et du partage, de faire circuler le savoir, quelles que soient nos appartenances, etc. Et d'autre part, peut-être la science se fait aussi secrètement liée à des formes de pouvoir et souvent on ne sait pas ce qui se passe exactement. On n'est pas au courant de tout ce qui se passe comme recherche scientifique ou technologique, etc. Dans certains pays et qui sont rattachés à des pouvoirs. Il y a bien sûr, dans le contexte aujourd'hui, il y a beaucoup de concurrence militaire, politique, économique, etc., qui fait que la recherche scientifique soit parfois se développe, se déploie secrètement et qui ne circule pas en toute transparence, qui n'est pas partagé universellement, etc. Alors, je crois à quel point on peut analyser cette ambivalence, à la fois nous, par exemple, les sociétés.
sociétés en Afrique ou dans certains pays arabes, nous avons besoin de science, de plus de science pour réformer, pour changer, pour faire avancer nos mentalités aussi, pour résoudre un certain nombre de problèmes. Mais aussi, c'est un moyen pour rapprocher les gens, pour rapprocher les sociétés, pour rapprocher les humains. Et, mais à la fois, c'est un moyen qui, on sait très bien aujourd'hui il est instrumentalisé par des régimes pour distancier davantage les humains entre eux et déclencher des guerres comme ce qui se passe en ce moment. Je sais pas. Cette ambivalence qui, moi, m'interpelle. Et à quel point c'est vraiment, on est en train de mettre en doute l'universalité de la science et surtout sa globalisation. Sa globalisation, c'était le cas dans l'histoire de l'histoire, que le savoir scientifique a toujours circulé, été échangé, il a été transmis, traduit, etc. Alors, on a le sentiment aujourd'hui qu'on est en train de perdre ça. Je ne sais pas si, euh, si vous êtes d'accord ou à quel point mon point de vue est peut-être pas tout à fait. Alors, euh, Jean-Marc, j'ai vu qu'il s'est reconnecté, mais je le vois plus. Bonsoir, comme dit, excusez-moi, j'arrive pas à trouver la main. Puis-je prendre la parole? Oui, oui, bien sûr, oui. Stéphane, Bonsoir je à vous en toutes et prie, à je vous tous. en prie. J'interviens parce qu'il me semble qu'il y a quelque chose qui n'a pas été soulevé, me semble-t-il, dans la belle intervention. C'est en fait cette aspiration à l'universalité, si vous voulez, on pourrait l'inverser. C'est-à-dire, en fait, enfin, dans l'exposition qui a été faite par notre communicant, ça y est, je viens d'oublier son nom. Euh, Jean-Marc Lévy, Jean-Marc, voilà, Le Blanc. c'est c'est le fait qu'en fait, peut-être que cette aspiration à l'universalité, au-delà même du qualificatif lié au savoir scientifique, si vous voulez, c'est de rappeler peut-être combien elle est relative aussi à un certain type de société. Voilà. Et que globalement, cette aspiration à l'universalité, elle n'est pas non plus partagée. C'est-à-dire que c'est à la fois, si vous voulez, quelque chose qui vient paradoxalement, si vous voulez, quelque part justifier une grande partie de l'énoncé de Jean-Marc, et en même temps qui vient interroger, si vous voulez, cette aspiration à l'universalité, qui est en fait extrêmement localisée. Hein. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, au sens où elle répond à une certaine conception de ce que les savoirs, ou proto-savoirs, ou proto-connaissances, si vous voulez, ou dispositions, répondent, comme l'a très bien formulé Jean-Marc, à Jean-Marc. des énoncés, à des productions et à des applications voilà, du savoir, de la connaissance et à des dimensions aussi d'action. Voilà. C'est ça qui, moi, m'interroge aussi, à la fois à la croisée, on dirait, à la fois de l'histoire, si vous voulez, des savoirs, et puis dans sa dimension également anthropologique. Vous voyez ce que si je me fais bien comprendre. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une spécificité, une singularité, je dirais, dans une certaine représentation d'un certain type de savoir qui atteindrait, si vous voulez, un certain rapport à la rationalité, à l'universalité, à la vérité, à l'objectivité, qui, paradoxalement, est quand même extrêmement relatif, c'est-à-dire en relation Ah, à un certain type je dirais, de civilisation qui à fait la société occidentale, pour le dire ou du franchement. moins dans ces exercices d'aspiration, parce que effectivement, on trouverait d'autres sociétés, si vous voulez, effectivement, on peut retrouver dans l'histoire des sciences, effectivement, des civilisations qui ont tenté, si vous voulez, d'aspirer à ce type de savoir, mais pas forcément de la même manière. Donc la question, par exemple,
de la vérité ne se pose pas dans la civilisation chinoise comme elle a pu se poser et comment elle a pu être thématisée. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, on joue dans le paradoxe qui vient en fait quelque part euh, un peu corroborer, je dirais la grande thèse, enfin les thèses qu'a pu développer effectivement notre interlocuteur. Voilà, hein, Remarque, ouais. me semble-t-il. Mais Voilà. malheureusement, c'est dommage, il n'est pas avec nous Ouais. pour Mm. réagir. Et euh, alors Charles, Oui, Hamdi, je voulais simplement indiquer que hum, ta dernière question, enfin, ce que tu posais sur hum, ce que devient la technoscience aujourd'hui, ce qu'on voit dans l'actualité, etc., je pense que c'est une question fondamentale. Et c'est une question qui a déjà été anticipée, à laquelle ça a été répondu d'une certaine façon quand on pense à Grothendieck, hein, qui a abandonné complètement la communauté scientifique, qui s'est retrouvé reclus, qui a néanmoins continué à faire des mathématiques au niveau qui était le sien, à savoir du plus grand génie mathématique du XXe siècle. Mais on sait très bien quand il a appris que l'IHS était financé par les militaires, ça a été le début de de son rejet, de son rejet, pas des mathématiques, mais de la science telle que elle s'inscrit dans une ouais. société qui est une société capitaliste, impérialiste, anti-écologiste, etc. Donc ça, c'est tout l'aspect politique de la science qui est un problème énorme, hein. Euh, il faudrait faire organiser un débat là-dessus, mais c'est pas très simple. Oui. C'est dommage que Jean-Marc soit pas là parce que il a beaucoup apporté sur la big science, sur les enjeux politiques, idéologiques, de, de la dimension sociale de la science, et qui n'est pas, c'est pas nouveau, hein. Vous pourrez penser je sais pas moi, à Archimède ou à des Grecs et leur relation avec la civilisation, l'armée, les trouvailles militaires. Ils sont morts d'ailleurs sur des fronts de lutte militaire. Donc tout ça, c'est à la fois complexe, mais c'est incontestablement une question qui est loin d'être réglée, mais sur laquelle il faut vraiment réfléchir quand on est à l'époque de Elon Musk, par exemple, hein, sur la recherche spatiale, ça veut dire quoi, c'est quoi, ce sont de vrais problèmes qui se posent. Voilà, c'est simplement pour te dire que Oui, c'est bien. je C'est-à-dire, on a besoin de plus de transparence au niveau des résultats, de ce qui se fait comme programme de recherche partout dans le monde qui bénéficient de beaucoup d'un grand financement de la part de gens privés ou d'États. Donc, je pense qu'on est en train de perdre cette transparence-là et qu'on rentre dans une forme d'opacité finalement. On ne sait pas qu'est-ce que les Chinois sur quoi les Chinois exactement travaillent, sur quoi les Russes travaillent, sur quoi les Américains travaillent. Il y a beaucoup de secrets et puis il y a beaucoup de choses de découvertes qui ne sont pas partagées au sens même de Condorcet, c'est-à-dire le fait on partage le savoir dans la société avec tout le monde, ou bien qu'on le partage avec les autres États, les autres pays qui sont toujours des peuples frères, hein, des peuples. N'oublie pas la fraternité pour les Français, c'est très important. C'est la fraternité entre les peuples. On est en train de perdre ces valeurs. Même nous produisons des scientifiques qui sont complètement déracinés ou détachés d'un certain nombre de valeurs éthiques. Par exemple, on voit de plus en plus de sociologues ou d'anthropologues ou d'ethnologues qui vont un petit peu justifier sur des bases scientifiques, hein, des thèses un peu de xénophobie etc. Alors qu'on sait très bien que les sociologues, par exemple, ont du mal à séparer leur travail d'investigation, etc., et de leur valeur. C'est-à-dire, un être humain, pour eux, c'est-à-dire, ne peut pas être transformé en sorte de données numériques, ça reste un être humain qui a une valeur en lui-même, en tant que tel. Et beaucoup de sociologues ont du mal un petit peu
à ne pas s'engager vis-à-vis à certains phénomènes, comme par exemple des phénomènes qui sont qui reflètent davantage ce décalage entre des pays du Sud, des pays du Nord, et des pays trop riches ou des pays qui sont des problèmes économiques, etc. Donc voilà, il y a des choses qui se posent qui vont dans ce Mais sens-là. Je ça, sais pas si. ce sont des problèmes qui ont vraiment tenaillé Grothendieck. Et dans la deuxième phase de sa vie en particulier, hein, quand il a été un militant écologiste pour la défense des droits humains, etc. Et c'est un problème qui est loin d'être résolu. Je pense que c'est un problème qui est récurrent et qui, avec la mondialisation, prend encore plus d'importance. Mais il avait quand même anticipé un certain nombre d'aggravations de ce type de problème. Ça fait partie de son génie et de son apport, qui est pas le seul, hein. C'était à la hauteur de ce qu'il faisait au niveau mathématique. Après, on sait très bien qu'il y a des questions aussi de paradigme, hein, dominant, même dans un champ scientifique bien précis. Par exemple, aujourd'hui, on a le modèle standard en physique théorique, mais on peut penser qu'il y a aussi d'autres alternatives, hein. Il peut y avoir d'autres modèles qui aboutissent à d'autres théories. La théorie de relativité d'échelle de Laurent Notal, par exemple, qui est une alternative permet de faire un lien entre la mécanique quantique et les principes de la relativité. On sait aussi, par exemple, que, évidemment, la big science, la physique en particulier, englobe des millions de dollars, sinon des milliards de dollars. Le CERN, par exemple, qui est une espèce de temple concret, technique, implique des sommes faramineuses dont on ne sait pas toujours d'ailleurs si ça vaut la peine de continuer ou de pas continuer. Puis on a d'autre côté les mathématiciens qui ont besoin de quoi? D'un crayon et d'un bout de papier. Bon, alors maintenant, ils utilisent aussi l'intelligence artificielle, ils utilisent les calculateurs, etc. Mais on a déjà là deux types de sciences qui fonctionnent de façon très très différente. Et d'ailleurs, c'est étonnant qu'un mathématicien comme Grothendieck ait été hyper sensible à cette question, à la question du financement militaire, du capitalisme, etc., alors que les matheux se contentent de peu au niveau financier, quand on compare à justement ce qui se passe au CERN, aux États-Unis ou en Russie. Et d'ailleurs, c'est très drôle qu'il soit été invité au CERN pour faire une conférence dans laquelle il posait la question doit-on abandonner la recherche, et qu'il l'ait fait justement chez les riches physiciens, lui en tant que mathématicien, disons, très, très, voilà, très loin de ça. Donc, oui, ces questions et celles que tu posais, pour moi, sont brûlantes, hein, et d'autant plus avec ce qu'on voit en ce moment au niveau géopolitique, au niveau politique tout court, au niveau technique, hein. Je parlais d'Elon Musk et de ses délires de narcissisme hallucinant, de psychopathe, et que la NASA collabore avec lui, etc. Il y a un paquet de problèmes qui se posent. Donc, je pense que il faudrait Il y a débattre. une complexité que peut-être on peut éclairer justement par un esprit scientifique, c'est-à-dire pas par un engagement idéologique ou etc. C'est justement la science nous aide beaucoup à faire ces éclairages-là, et justement à revisiter beaucoup de choses dans le passé et à redonner de la valeur à beaucoup de cultures. Enfin, on découvre de plus en plus, grâce aux sciences, la valeur des cultures et puis des Mais sociétés. Et que non, la science, finalement, par ses propres moyens, elle découvre qu'elle a été toujours dans les cultures, dans les sociétés à travers l'histoire. Et c'est pas quelque chose de tout à fait propre à une société et c'est je pense peut-être là, il faut regarder l'universalité, Charles.
Oui, plus mais ça, que... c'est le problème de la connexion, du lien essentiel science-philosophie. Je veux dire, Oui, tous les grands scientifiques, comme Grothendieck, mais on peut prendre Hermann Weyl, Wolfgang Pauli, Albert Einstein, etc., sont des scientifiques, mais des philosophes, fondamentalement. C'est-à-dire, on peut très bien lire leur œuvre avec un regard philosophique, et eux-mêmes n'ont jamais séparé la, la science abstraite, hein, parce que ça, c'est encore tout le débat sur science appliquée, science pure. Mais la science abstraite, mathématique ou physico-mathématique, ils ne l'ont jamais séparée d'une réflexion sur leur pratique, sur leurs concepts de scientifiques avec les questions philosophiques qui sont posées. Parce que toutes les questions que Jean-Marc a un peu repassées là, on peut remonter à Platon, hein. Fondamentalement, le problème le même et l'autre, le dualisme dont il a parlé, il y a un certain nombre de solutions qui sont proposées. Grothendieck en donne des solutions parce que son œuvre non publiée est un effort philosophique très très important sur lequel on commence à travailler sur les manuscrits. Mais par exemple, Lottmann, quelqu'un qui a proposé une théorie des mixtes par rapport au duel, à la dualité, reconnu par les mathématiciens comme Dieudonné ou Weil, qui sont des dispositifs philosophiques applicables à la science ou tirés de la pratique scientifique, qui sont effectivement ceux qui, pour moi, sauvent d'une certaine façon, enfin, ce que tu dis. C'est-à-dire, là, on est vraiment dans un domaine qu'on peut qualifier, si on veut, d'universalité, enfin, de tendance vers l'universalité, contre les particularités des intérêts individuels, politiques, idéologiques. Donc, je pense que c'est dans ce sens-là que on peut l'entendre. Enfin, en tant que philosophe, moi, c'est comme ça que je le vois. Euh, bon, je suis désolé, je vais mettre un peu fin à cette belle discussion, conversation. C'est dommage que Jean-Marc n'est pas avec nous. J'espère qu'il va bien, en tout cas, que bon, c'est juste un problème de connexion. Voilà. Donc, je vous remercie tous de votre participation avec nous, enfin, de votre présence sur cette plateforme qui est virtuelle, mais qui est réelle, hein, parce que nous existons, nous sommes là, un peu à distance, mais on arrive à communiquer et je crois qu'on est tous un peu, on peut se comprendre et peut-être on a une certaine formation à la fois scientifique et philosophique qui nous permet toujours de dialoguer et de poser les problèmes et d'essayer un petit peu de réfléchir sur ces problèmes-là. Et je pense que c'est notre destinée en tant qu'humain de penser ces problèmes parce que nous appartenons à cette planète Terre. En attendant les extraterrestres, peut-être un jour on arrivera. Je me souviens toujours de Mars, d'un film Mars Attack. C'est un film qui va mettre un petit peu les Américains en avant comme les représentants de l'humanité. Malheureusement, c'est pas beaucoup le cas maintenant. Ils veulent un peu se confiner. Les Américains, ils sont en train de changer de système, d'institution. Je sais pas ce qui se passe. Ils sont plus les représentants de l'humanité. Le drapeau américain sur la Lune, peut-être il faudra, il faudra, il faudra, il faudra un petit peu, pas planter à notre drapeau, mais je sais pas. C'est ça, c'est. Est-ce que Déraciner leur, est-ce que l'humanité, est-ce que c'est une abstraction? Est-ce que l'universalité est une abstraction? Est-ce qu'on peut parler de ça sans passer par les couleurs des cultures, les variations, les différences, parce que nous avons beaucoup de différences, à la fois linguistiques, etc., des systèmes de croyances, des régimes politiques, etc., des structures sociales différentes, économiques différentes. Est-ce qu'elle, je pense bien sûr, l'universalité, la rationalité, tout ça, l'humanité doit passer, c'est ça, peut-être, c'est ça. C'est tout ça à la fois, et c'est une question qui donne à réfléchir parce que c'est une question très importante pour nous. Donc, je vous donne rendez-vous le 12 janvier avec un Mexicain pour un peu donner, un peu mettre en valeur le côté international de ces séminaires. Un Mexicain qui va nous parler en anglais, qui s'appelle Paniel Reyes Cardenas et qui va nous parler justement d'un sujet
qui peut être inédit. Il va nous parler du pragmatisme et du spiritualisme. Je ne sais pas si on peut mettre. C'est vrai que William James a écrit sur la religion, c'est un des fondateurs du pragmatisme américain. Mais on est un peu aussi désemparé parce que je sais aux États-Unis où sont les philosophes, c'est-à-dire où sont des gens comme John Dewey, comme Thoreau, comme etc. C'est-à-dire pourquoi ils laissent tout cet espace à la fois de prise de décision, de maîtrise des technologies scientifiques aux politiciens qui, je sais pas, qui peut-être sont motivés par des raisons d'État ou des stratégies stratégiques sur 50 ans ou sur 100 ans. Donc, je sais pas, heureusement qu'il y a des philosophes sur cette planète, Charles, hein. Oui, Des- oui. heureusement qu'on continue à enseigner. Moi, personnellement, en Tunisie, Kérouan, Tunis, j'enseigne la logique, la philosophie. Je pense que c'est très important pour garder cet esprit veille, cet esprit critique. Sinon, je sais pas Mhm. comment on va. Il faut persévérer. Il faut persévérer. Donc, rendez-vous le 12 à Rendez-vous et 19 heures. merci à toi pour Et on continue à ces publier, à rencontres. travailler, à discuter, à dialoguer. Je pense que c'est un peu le sens du dialogue platonicien. Dialogue, c'est ça la philosophie, toujours en marche, en dialogue. Voilà. Merci à vous Merci. et Merci à toi. Merci à vous. à très bientôt. Et À ensemble, à bientôt. bientôt.